Un jour de mai 2020, un appartement du centre-ville de Manaus devient la scène d'un crime odieux qui va captiver tout le Brésil. Quand le corps d'une jeune femme, à qui un avenir radieux tendait les bras, est découvert. Les policiers ne trouvent aucune trace d'effraction ou de lutte apparente. En revanche, ils notent une absence remarquable, celle du propriétaire des lieux et petit ami récent de la victime. Pourquoi a-t-il disparu ? Et que s'est-il passé dans cet appartement ? Entre mensonges, jalousie obsessionnelle et comportement contrôlant, cette affaire révèle le visage caché d'une relation qui n'aurait jamais dû exister. Et une question se pose. Jusqu'où peut aller un homme quand il refuse d'accepter qu'une femme lui échappe ? Bonjour à tous, je suis le Cogiteur, bienvenue pour cette nouvelle enquête criminelle qui se passe au Brésil. Mais juste avant, si vous voulez me montrer votre soutien, vous pouvez le faire en vous abonnant, et je vous remercie énormément pour ça. Les lumières de Manaus s'étalent comme une constellation artificielle sur les rives du Rio Negro, ce géant noir qui traverse l'Amazonie brésilienne telle une artère sombre. Dans cette ville où la modernité vient embrasser la jungle, les immeubles résidentiels se dressent comme des sentinelles silencieuses. Le 12 mai 2020, peu après minuit, des policiers gravissent les étages d'un immeuble de la résidence Smart, situé sur l'avenue Joaquim Nabuco, au centre-ville de Manaus. Parce qu'ils ont reçu un signalement peu rassurant. En effet, les proches d'une jeune femme de 22 ans s'inquiètent de ne pas avoir eu de ses nouvelles depuis l'avant-veille, d'autant plus qu'elle demeure totalement injoignable depuis. La dernière fois qu'elle a été aperçue date d'ailleurs du même jour, le 10 mai. Quand les officiers entrent, il n'y a aucun bruit dans l'appartement, à part celui de l'air conditionné, qui a été laissé allumé. Les policiers avancent dans l'appartement, jusqu'à arriver à la porte de la chambre principale. Dans cette pièce, le corps partiellement dénudé d'une jeune femme gît au sol. Et il ne fait aucun doute que c'est celui de Kimberly Karen Mota de Oliveira. Cette étudiante est la personne qui avait disparu des radars depuis 2 jours. L'inquiétude de sa famille était donc fondée, d'autant plus qu'il est évident qu'elle n'est pas morte par accident. Le corps de Kimberly baigne dans une importante mare de sang et présente 3 perforations distinctes, provoquées par la lame d'un couteau retrouvée dans la cuisine. 2 au niveau du cou et 1 dans la région abdominale. Le médecin légiste notera plus tard que ces blessures ont été infligées avec force et précision. Autrement dit, l'agresseur n'a laissé aucune chance de survie à sa victime. L'appartement ne présente aucune trace de lutte, et il n'y a pas non plus de trace d'effraction. L'attaque a de toute évidence été soudaine, peut-être même commise alors que la jeune femme dormait, ou n'était pas en mesure de se défendre. Après avoir vu cela, les policiers comprennent immédiatement que si l'air conditionné a été laissé en marche, c'était sûrement pour ralentir la décomposition du corps. Le meurtrier a probablement tenté de faire en sorte que le crime soit découvert le plus tard possible, afin de pouvoir gagner du temps. Raté. Alors que les techniciens de la police scientifique commencent leur travail sur le lieu du crime, la nouvelle ne tarde pas à se répandre comme une onde de choc à travers la ville. Il se trouve que la victime n'était pas une illustre inconnue. Kimberly est née en 1998 à Manicoré, une petite municipalité nichée dans l'état d'Amazonas. On en sait peu sur son enfance, si ce n'est que son père n'est mentionné dans aucune source, comme s'il n'avait pas forcément fait partie du tableau familial. Kimberly a d'ailleurs un frère, mais aussi un demi-frère adulte côté paternel. Donc on peut supposer que ses parents se sont séparés quand elle était encore jeune. C'est peut-être ce qui explique la grande proximité qu'elle avait avec sa mère, Neila Pinheiro Mota, malheureusement atteinte d'une leucémie. Kimberly était dotée d'une personnalité calme et chaleureuse. Elle était sérieuse, mais aussi très belle. Un physique avantageux qui lui avait d'ailleurs ouvert des portes et permis de s'offrir un début de notoriété. Ah, c'est donc comme ça que ça marche ? Bon, on va rester dans l'anonymat. Son parcours reflétait sa détermination. Après avoir terminé ses études secondaires, Kimberly est partie s'installer à Manaus, la capitale de l'État, pour avoir plus d'opportunités. Elle avait d'abord obtenu un diplôme de technicienne en soins infirmiers avant de s'inscrire à la faculté métropolitaine de Manaus, pour y étudier l'odontologie. C'est la science des dents. Mais elle n'en avait pas pour autant oublié sa ville natale. En 2019, elle a été choisie pour représenter Manicoré au concours de Miss Amazonas. Et si elle n'a pas remporté l'élection, sa remarquable performance a fait la fierté de toute une communauté. À Manicoré, elle était devenue une sorte d'héroïne locale,
un symbole de réussite et d'espoir pour toutes les jeunes filles issues de milieux modestes ou ruraux. Encouragée par cette expérience positive, Kimberly a par la suite commencé à partager son temps entre ses études et divers travaux de mannequinat. Elle avait également un emploi à temps partiel dans une boutique de vente de cosmétiques. Avant de disparaître, elle avait donc une vie bien remplie et résidait chez son oncle, Henri Motta, propriétaire d'une maison située juste à côté de la faculté où elle suivait son cursus. Et là, si vous avez bien suivi, vous avez peut-être déjà remarqué que l'appartement où le corps de Kimberly a été retrouvé n'est pas l'endroit où elle vivait. Si c'est le cas, vous avez raison, parce qu'il s'agit de celui d'un homme divorcé de 31 ans, avec qui elle sortait depuis 2 mois. Un dénommé Rafael Fernandez Rodrigues, originaire de São Bernardo do Campo, dans l'état de São Paulo, au sud-est du Brésil, où il était avocat. Il a déménagé à Manaus en 2017, après avoir décroché un poste pour le moins avantageux dans la fonction publique brésilienne. Rafael a été embauché en tant qu'analyste judiciaire au tribunal régional du travail de la 11e région, abrégé TRT 11, et plus tard affecté au cabinet du juge José Dantas de Goes. Voilà un emploi stable, bien rémunéré, et qui lui assure un statut social enviable. C'est d'ailleurs ce statut qui lui permet de vivre dans cet appartement moderne du centre-ville et de posséder une voiture assez coûteuse. C'est fonctionnaire que j'aurais dû faire en fait. Raphaël et Kimberly se sont rencontrés dans une boîte de nuit de Manaus en mars 2020. Et juste après cette soirée, ils se sont mis en couple. Cependant, ils se parlaient peut-être déjà avant, parce que l'homme suivait la jeune femme sur les réseaux sociaux depuis un moment. Comme vous vous en doutez, quand les enquêteurs trouvent le corps de Kimberly dans l'appartement de Raphaël, ils entrent immédiatement dans leur collimateur, notamment parce qu'il n'est nulle part aux alentours, ce qui tend à prouver qu'il ne s'agit pas d'une attaque dont ils étaient tous les deux les cibles. Les policiers écartent également l'hypothèse d'une tentative d'extorsion visant Raphaël spécifiquement. Pourquoi ? Tout simplement parce que dans ce cas, les criminels auraient probablement enlevé Kimberly au lieu de la tuer. Dès le début des investigations, les questions sont nombreuses. Où est Raphaël ? Et surtout, que s'est-il passé dans cet appartement ? Retour au 10 mai 2020, jour de la fête des mères au Brésil, généralement synonyme de célébration et de retrouvailles familiales. Pour Kimberly, cette journée commence comme beaucoup d'autres, mais elle n'oublie pas Neyla. Elle envoie plusieurs messages à sa mère, publie des hommages sur Instagram et Facebook, et lui téléphone pour lui dire combien elle l'aime. Puis, fidèle à ses habitudes, Kimberly part faire un jogging matinal avec Henri, son oncle, dans les rues encore fraîches de Manaus. Après sa séance de sport, la jeune femme se rend chez une amie, où elle passe quasiment tout son dimanche, entre discussions et moments de complicité. À 22h, la jeune femme envoie un message à Henri, pour l'informer qu'elle rentrera plus tard que prévu. Elle lui demande également de laisser la porte ouverte, parce qu'elle a oublié ses clés. C'est à peu près à ce moment-là que Raphaël vient la chercher chez son ami. Les caméras de vidéosurveillance de l'immeuble dans lequel réside cette dernière filment Kimberly, alors qu'elle monte dans sa voiture. Le couple a prévu de passer un moment ensemble chez lui. Mais avant cela, ils se rendent dans un supermarché situé dans le quartier de Ponta Negra, où Raphaël achète un sèche-cheveux pour sa petite amie. Une fois ceci fait, ils prennent la direction de son appartement et commandent à manger. Mais après le repas, Kimberly se sent mal. Ils sortent donc une seconde fois pour acheter des médicaments dans une pharmacie, avant de retourner chez Raphaël. Puis ils regardent un film ensemble. Les caméras de vidéosurveillance de la résidence filment ensuite l'homme quittant les lieux vers 1h35, le 11 mai. Mais cette fois-ci, il est seul. Kimberly n'est pas avec lui. Et elle ne rentre pas chez son oncle non plus. Henri comprend dès le lendemain matin que sa nièce n'a pas dormi dans sa chambre. Son lit est exactement comme elle l'a laissé la veille, et rien n'a bougé dans la pièce. Une chose très inhabituelle de la part de Kimberly, parce que depuis qu'elle s'est installée chez lui, elle n'a encore jamais passé une nuit à l'extérieur. De plus, Henri la connaît assez bien pour savoir que si elle avait dû le faire sur un coup de tête, elle l'en aurait quand même averti. Juste pour éviter qu'il ne se fasse du mouron. Pour savoir ce qu'il s'est passé et où est Kimberly, il tente de la joindre, mais n'y parvient pas. Pire encore, il tombe directement sur son répondeur, et les messages qu'il lui envoie restent sans réponse, comme si le téléphone de Kimberly était éteint. Henri commence alors sérieusement à s'inquiéter et contacte les amis de sa nièce, en espérant qu'elle soit simplement chez l'une d'entre elles. Malheureusement, personne ne sait où elle se trouve. La dernière à l'avoir vue est celle chez qui elle a passé son dimanche, et elle ne peut lui dire qu'une chose. Elle a vu Kimberly partir dans une Audi A5 de couleur blanche, avec Raphaël. Henri est de plus en plus anxieux,
donc il décide de se rendre à l'appartement de ce dernier. Mais quand il tape à la porte, personne ne vient lui ouvrir. Kimberly, comme Raphaël, ne donne plus aucun signe de vie. Et en voyant que cela dure, la famille de la jeune femme décide de signaler leur disparition à la police, dès le jour suivant. Dans un premier temps, les autorités ne s'alarment pas outre mesure. Après tout, il s'agit d'un couple adulte. Ils pourraient simplement avoir décidé de s'absenter sans prévenir. Mais les proches de Kimberly insistent, convaincus que quelque chose ne va pas, et diffusent en parallèle des photos du couple sur les réseaux sociaux. Peut-être quelqu'un les a-t-il aperçus et pourra leur fournir des informations sur leur localisation. Sauf que cela ne donne rien. Personne ne semble avoir la moindre idée d'où ils se trouvent. Ce n'est que tard dans la soirée du 11 mai 2020, face à l'insistance de la famille Motta, que les autorités décident de se rendre à l'appartement de Raphaël. La suite, vous la connaissez. Le corps de Kimberly est retrouvé le 12 mai à minuit 31. Une macabre découverte qui marque le début d'une enquête qui va captiver tout le Brésil. Dès le début des investigations, les autorités se concentrent sur Raphaël. Et très rapidement, le tableau qui se dessine est celui d'un suspect en fuite. Le fait qu'il ne soit pas revenu chez lui après être sorti dans les premières heures de la journée du 11 mai, et soit introuvable depuis, pointe dans cette direction. Il semble évident qu'il a entamé une cavale. Mais les vérifications faites à l'aéroport international de Manaus révèlent qu'il n'a pris aucun vol récemment. S'il a quitté la ville, il ne l'a pas fait par les airs. Il est donc fort probable qu'il se soit donc déplacé en voiture. La disparition de Raphaël déclenche une vaste chasse à l'homme à travers le nord du Brésil. Les médias diffusent massivement la photo de l'homme, désormais considéré comme le principal suspect dans ce qui est qualifié de féminicide. Un terme qui, au Brésil comme ailleurs, désigne spécifiquement le meurtre d'une femme, en raison de son genre, souvent commis par un partenaire ou un ex-partenaire intime. Les forces de l'ordre de l'État d'Amazonas mobilisent tous leurs effectifs pour le retrouver, et l'enquête s'intensifie. Une première piste émerge très vite, vu que le 13 mai, le véhicule de Raphaël est localisé. Il est retrouvé gravement endommagé par un accident de la route. Et ce qui est sûr, c'est que, blessé ou pas, son propriétaire a eu le temps de mettre les voiles. L'incident a eu lieu sur la route BR 174, dans une courbe, située près du parc national de Virua, dans la municipalité de Caracaray, un endroit qui se trouve à environ 600 km de Manaus. Si l'on prend en compte le fait que, dans cette région, les routes peuvent être difficiles, surtout pendant la saison des pluies, Raphaël a parcouru cette distance assez rapidement. Les enquêteurs pensent que cet accident s'est produit parce qu'il roulait à grande vitesse et a perdu le contrôle de sa voiture dans la courbe. Cette découverte oriente les recherches en direction de l'état voisin de Roraima, situé à la frontière avec le Venezuela. L'entrée de Raphaël y est rapidement confirmée par un document qui circule dans les médias. Sa fiche épidémiologique, remplie à son arrivée dans l'état, probablement dans le cadre des contrôles mis en place durant la pandémie de Covid-19. Dessus, il a indiqué vouloir se rendre à Boa Vista, la capitale de Roraima, et mentionne un retour prévu à Manaus pour le 26 mai. Un second point dont il est logique de douter de la véracité, et il en est de même pour le motif de son trajet. Raphaël a indiqué qu'il voyageait pour le plaisir. Un mensonge évident aux yeux des enquêteurs qui ont des questions à lui poser, et la ferme intention de l'arrêter. Pendant que les recherches se poursuivent, une information troublante émerge. Le 14 mai 2020, Nilton Rodrigues, le père de Raphaël, s'est ôté la vie en se jetant sous un train, dans la station de métro Barra Funda à São Paulo. Savait-il des choses que les policiers ignorent encore? Les circonstances exactes qui entourent ce décès ne sont pas immédiatement élucidées. Mais cette coïncidence macabre accentue encore l'atmosphère tragique qui entoure l'affaire. Le 15 mai 2020, un tuyau donné anonymement enjoint les enquêteurs à se rendre dans une zone d'invasion appelée Morro do Cuiabá, à Pacaraima, ville frontière avec le Venezuela. Après avoir cherché dans les ruelles et baraques abandonnées au milieu de la forêt, des policiers militaires réussissent à localiser Raphaël, qui tente de s'enfuir quand il les aperçoit. Heureusement, il ne va pas bien loin. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'est plus le même que sur ses photos. Il est vêtu de vieux habits, bien barbu, et a perdu du poids. Raphaël se cachait dans une cabane de fortune,
en tentant de se faire discret jusqu'à arriver à fuir le pays. Lors de son arrestation, il a en sa possession un document contenant des instructions permettant de se rendre au Venezuela. Rafael aurait essayé de traverser la frontière une première fois, sauf qu'il en a été empêché par la force nationale vénézuélienne, à cause des restrictions frontalières liées à la pandémie. Il a donc été contraint de retourner dans sa cachette et prévoyait de retenter le coup. Par chance pour les policiers, il n'en a pas eu le temps. Après sa capture, Rafael est transféré à Boa Vista dans la nuit, avant d'être remis aux autorités de l'Amazonas et ramené à Manaus pour y être formellement mis en cause. Il est ensuite immédiatement conduit au siège de la délégation spécialisée dans les homicides et enlèvements. Face aux enquêteurs qui l'interrogent durant de longues heures, l'homme de 31 ans finit par passer à table. Oui, il a tué Kimberly. Bon, tout le pays s'en doutait déjà, mais merci quand même de le confirmer. Reste à savoir pourquoi Rafael a commis ce meurtre. Et a-t-il été prémédité ? Selon les témoignages recueillis par la police, la relation de Kimberly et Rafael était marquée par la jalousie de ce dernier, qui était accessoirement très contrôlant. Ouah, quelle surprise, dis donc. Il fouillait le téléphone de la jeune femme régulièrement, lui interdisait de parler à d'autres hommes, et vérifiait tout ce qu'elle publiait sur les réseaux sociaux. Le fait qu'elle s'y expose semblait déranger Rafael, qui essayait d'ailleurs de la convaincre de venir s'installer avec lui. Sûrement pour pouvoir décider de ses moindres faits et gestes. Le couple se disputait souvent, et Kimberly avait parlé à ses proches du comportement très toxique de son petit ami, en précisant qu'elle en avait assez. En d'autres termes, à peine 2 mois après le début de leur relation, une rupture se profilait déjà, et elle s'est effectivement produite. Le 8 mai, Kimberly a appelé Rafael pour rompre avec lui. Mais il ne parvenait pas à accepter sa décision. Il continuait à tourner autour de son ex, en prétendant vouloir simplement rester ami avec elle, alors qu'il avait sûrement pour but d'essayer de la reconquérir. Peut-être était-ce la raison de l'achat du fameux sèche-cheveux qu'il lui a offert le soir du 10 mai. Bon, je suis pas coach en séduction, mais reconquérir quelqu'un avec un sèche-cheveux, et je suis pas sûr. Toujours est-il que quand ils se sont vus ce jour-là, ils n'étaient déjà plus ensemble. Kimberly avait été claire à ce sujet. Selon Rafael, tout a commencé par une dispute, qui a eu lieu dans la soirée du 10 mai 2020. Lorsque la jeune femme est sortie de la chambre pour se rendre à la salle de bain, elle y a laissé son portable. En voyant le téléphone de Kimberly, abandonné là, sans surveillance, Rafael n'a pas été capable de résister, et a repris ses mauvaises habitudes. Il a fouillé dedans, et découvert que son ex discutait avec d'autres hommes, auxquels elle envoyait des photos et des emojis cœur. Lorsque Kimberly est revenue dans la pièce, il l'a confrontée à ce sujet et lui a demandé si elle avait trouvé quelqu'un d'autre. Elle a répondu que non, et que si elle avait mis fin à leur relation, c'était simplement parce qu'elle ne voulait plus être avec lui. Pour Rafael, c'est la double peine à ce moment-là. Il pense que Kimberly a une ou plusieurs touches, et comprend en plus de cela qu'il n'a vraiment aucune chance de la récupérer. Malgré le sèche-cheveux, rongé par sa jalousie, il n'a pas pu le supporter. Il est donc allé dans la cuisine pour se saisir d'un couteau, qu'il a dissimulé sous ses vêtements, avant de retourner dans la chambre. Selon certaines sources, Rafael aurait caché l'arme sous un oreiller pendant que Kimberly prenait sa douche, et aurait attendu qu'elle s'endorme pour passer à l'acte. D'autres récits affirment qu'il l'a attaquée alors qu'elle était allongée à côté de lui, consciente, mais sans défense. Quoi qu'il se soit réellement passé dans les détails, la façon dont cela s'est terminé ne laisse aucune place au doute. Rafael a poignardé Kimberly 3 fois de manière très violente, et il l'a laissé succomber à ses graves blessures avant de prendre lâchement la fuite. Il nie avoir tenté de se débarrasser du corps, bien que certains rapports suggèrent qu'il aurait envisagé de l'envelopper dans un drap en vue d'en disposer par la suite. Il y aurait renoncé simplement parce qu'il a réalisé qu'il serait impossible pour lui de sortir avec, sans être vu par quelqu'un ou par une caméra. Lors de son interrogatoire, Rafael essaie de justifier ses actes, en affirmant que ce sont les mensonges de Kimberly qui l'ont rendu fou. Il dit qu'elle a osé lui mentir en le regardant droit dans les yeux, à propos de quelque chose qu'il savait déjà, en faisant référence au fait qu'elle voyait quelqu'un d'autre. Franchement, à ce niveau, on ne sait même plus si les 10 messages ont vraiment existé, ou si Rafael a juste enragé parce que Kimberly ne voulait pas se remettre avec lui. L'homme révèle également avoir soutenu financièrement la jeune femme. Il aurait payé 4 mensualités de ses études universitaires, et il lui aurait plusieurs fois donné de l'argent. Rafael semble sous-entendre que Kimberly a peut-être profité de lui, l'aurait extorqué,
et il aurait été un bon pigeon. Il est forcément plus gratifiant de passer pour un amoureux transi qui a pété les plombs, après s'être fait larguer par une matérialiste sans cœur qui n'a fait que l'utiliser, plutôt que pour un meurtrier trop jaloux. Raphaël oublie cependant que sa générosité était loin d'être gratuite, vu qu'elle s'accompagnait d'un contrôle constant de sa part. Ses aveux, chargés de justifications maladroites, fournissent aux enquêteurs la confirmation de ce que les preuves laissaient déjà entrevoir. Le meurtre n'était visiblement pas prémédité. Il relève plutôt de ce que la loi brésilienne qualifie de « crime passionnel ». Un terme qui n'excuse en rien la gravité de l'acte. Il ne fait que caractériser sa nature purement impulsive. Cependant, Raphaël n'est pas bête et a été avocat. Il n'était donc probablement pas sans savoir que prendre la fuite, en abandonnant un corps mutilé dans son propre appartement, allait le désigner d'office comme coupable. Et que s'il se faisait prendre, ce qui a été le cas, cela n'allait pas jouer en sa faveur au tribunal. Son propre père lui avait d'ailleurs conseillé d'aller se rendre immédiatement à la police. Après avoir tué Kimberly, Raphaël l'avait appelé en panique pour lui avouer ce qu'il venait de faire, mais il n'a pas écouté ses conseils et a quand même pris la route. Ce sordide secret, beaucoup trop lourd à porter pour Nilton, est supposément la raison qui l'a poussé à sauter la vie, 2 jours après la découverte du corps. Et on peut dire que Raphaël s'est vraiment donné du mal pour s'éloigner le plus vite possible de Manaus. Il affirme que c'est le 11 mai, aux alentours de midi, qu'il a eu son accident de voiture. Il a perdu tous ses papiers et son téléphone portable à ce moment-là, et n'a pu conserver que ses cartes bancaires. Toujours selon son récit, après l'accident, il a été aidé par les habitants d'un village, qui ignoraient tout du crime qu'il venait de commettre. Il a ensuite demandé à un camionneur de le conduire à Caracaray. Une fois là-bas, il a pris un premier taxi jusqu'à Boa Vista, et enfin un deuxième en direction de Pacaraima. Interrogé par la police, le second chauffeur de taxi confirme avoir transporté Raphaël. Il mentionne que l'homme n'avait effectivement pas d'argent liquide et a dû s'arrêter pour retirer une somme, dont il n'a pu préciser le montant. Une fois à Pacaraima, Raphaël a payé 2 Vénézuéliens de 24 et 17 ans, vivant à la frontière entre le Brésil et le Venezuela, pour qu'ils assurent sa protection et l'aident à se cacher. Ces 2 individus ont également été appréhendés le jour de son arrestation. Après avoir fait des aveux, Raphaël est placé en détention provisoire, dans l'attente de son procès. Le ministère public de l'État d'Amazonas annonce rapidement son intention de le poursuivre pour homicide aggravé, avec plusieurs circonstances aggravantes. Motif futile, impossibilité pour la victime de se défendre et féminicide. Les déclarations de Raphaël ont apporté des réponses à certaines questions, et il est à présent temps pour lui de répondre des conséquences de ses actes. Mais quelle peine l'attend ? Le procès de Raphaël s'ouvre le 27 octobre 2021, soit plus d'1 an après le meurtre qui a bouleversé l'Amazonas. La salle d'audience est pleine à craquer. Journalistes, proches de la victime et curieux, beaucoup sont venus assister au jugement de celui qui est accusé d'avoir volé la vie de Kimberly. Les dépositions se succèdent, dressant le portrait d'une relation toxique, marquée par la jalousie et le contrôle, qui a connu une fin tragique. Le témoignage de l'ex-femme de Raphaël, recueilli par la police, éclaire la cour sur son comportement, qui semble être ancré dans un schéma assez malsain. Elle a affirmé que leur mariage n'a duré que 2 ans, et que s'il s'est terminé en divorce, c'est précisément à cause de la jalousie excessive de l'homme. La femme a décrit Raphaël comme quelqu'un de très possessif, voire même agressif, qui avait une tendance marquée à vouloir contrôler ses réseaux sociaux et ses relations amicales. Il avait également rencontré son ex-épouse dans une boîte de nuit, et pendant sa relation avec Kimberly, il l'a contactée plusieurs fois dans son dos. C'est ironique qu'il se soit permis cela pour ensuite prétendre avoir tué la jeune femme parce qu'elle lui avait menti alors même qu'elle n'était plus en couple avec lui. Raphaël monte à la barre peu après 15 heures, durant le 2e jour du procès, et il s'en tient à sa ligne de défense. Un peu absurde. Quand son avocat lui demande s'il a commis le meurtre de Kimberly parce qu'il était jaloux, il répond par la négative. Mais que ce soit la violence de l'acte, la vulnérabilité de la victime, ou la fuite qui a suivi, beaucoup d'éléments démontrent qu'il est nécessaire que Raphaël écope d'une sévère condamnation. La défense, de son côté, tente de minimiser sa responsabilité, en évoquant son absence totale d'antécédents judiciaires. Elle présente le crime comme un acte isolé, commis sous le coup de l'émotion. Finalement, le 28 octobre 2021, vers 15h45, la sentence tombe. Raphaël est reconnu coupable et condamné à 14 ans de prison en régime fermé pour le meurtre de Kimberly. Oui, 14 ans d'emprisonnement.
A priori, on aurait pu penser qu'il serait plus lourdement sanctionné. Mais on peut au moins être sûr que le système ne va pas lui rendre les choses plus faciles. Les féminicides sont considérés comme des crimes odieux au Brésil. Et la législation est très stricte envers ceux qui en commettent. Le condamné doit accomplir au moins 50% à 55% de sa peine en régime fermé, avant de pouvoir demander une progression de régime vers le semi-ouvert. Et cela, c'est uniquement s'il est primo-délinquant. Mais dans tous les cas, la libération conditionnelle est interdite. Quoi qu'il en soit, le même jour, à des centaines de kilomètres de là, dans un hôpital universitaire de Manaus, une seconde tragédie s'est jouée en silence. Neila, la mère de Kimberly, n'a pu se présenter en personne au procès, à cause de sa leucémie, arrivée en stade terminal. Elle a donc assisté à la condamnation du meurtrier de sa fille par visioconférence et a rendu son dernier souffle peu après. La condamnation de Rafael Rodrigues marque la fin d'un chapitre judiciaire. Enfin, pas tout à fait, parce qu'en mai 2023, près de 3 ans après les faits, un rebondissement judiciaire intervient justement, sauf qu'il ne va pas dans le sens de la famille de la victime. La défense de Rafael fait appel, au motif qu'une erreur a été commise dans le calcul de sa peine. Le juge José Hamilton dos Santos accepte la demande formulée et réduit la peine de Rafael de 14 ans à 13 ans et 4 mois de prison en régime fermé. Une réduction de 8 mois perçue comme une gifle par les proches de Kimberly, même si elle ne change pas fondamentalement la sentence. À l'heure où je tourne cette vidéo, Rafael est toujours incarcéré. Il devrait rester en régime fermé au moins jusqu'en 2027 ou 2028, avant de pouvoir éventuellement prétendre à une progression vers un régime semi-ouvert. L'affaire Kimberly Mota est devenue un symbole dans la lutte contre les féminicides au Brésil, un pays dans lequel, chaque année, des centaines de femmes sont tuées par un homme qui leur est proche ou l'a été. Au moins 10 655 femmes ont été victimes de féminicides entre 2015 et 2023 au Brésil. L'histoire de Kimberly, massivement relayée par les médias nationaux, a contribué à mettre en lumière cette forme spécifique de violence. Voici pour cette affaire criminelle brésilienne. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, écrivez « Brésil » en commentaire. Et bien sûr, merci à vous d'être toujours présent sur les vidéos, ça fait extrêmement plaisir. Si vous avez oublié de vous abonner, n'hésitez pas à le faire, c'est juste là, et à liker la vidéo. Je vous remercie de m'avoir regardé, je vous dis à très bientôt. Bye.